te trouves dans un couloir étroit, au plus profond de la cité interdite. Nous sommes en 1720. Les murs autour de toi sont peints d'un jaune impérial éclatant, mais l'air a le goût de la peur et de l'encens au jasmin. Tes chaussons de soie ne font aucun bruit sur la pierre polie, tandis que tu suis un vieil eunuque, sa silhouette vacillant dans la lumière tremblante des chandelles. L'ombre sur le mur semble te précéder comme un présage. Tu as 15 ans et tu viens d'être choisie comme l'une des nouvelles concubines de l'empereur. Le cœur battant, tu avances sans un mot, sentant déjà le poids invisible du destin se refermer sur toi. Soudain, l'eunuque s'arrête et se retourne. Ses yeux reflètent à la fois la pitié et la froideur d'un homme qui a vu trop de vies se briser derrière ces murs sacrés. Son regard te traverse, comme s'il mesurait ta force avant de parler. « Écoute attentivement, enfant, » murmure-t-il, sa voix à peine plus forte que le murmure de l'eau des fontaines lointaines. « Ce que je vais te dire maintenant décidera si tu vivras ou si tu mourras dans ce lieu. » Il marque une pause, puis reprend. « Ce ne sont pas de simples coutumes, ni des traditions. Ce sont les chaînes invisibles qui lient chaque femme entrant dans la chambre du Fils du ciel. » Un frisson parcourt ton dos. Ton cœur bat si fort que tu crains qu'il ne trahisse ta peur. Tu comprends à cet instant que tout ce que tu croyais savoir sur le luxe impérial et sur la gloire n'était qu'un mirage doré. Les vraies règles du harem sont sur le point d'être révélées, et elles sont plus étranges, plus cruelles, plus terrifiantes que tout ce que ton esprit d'enfant aurait pu imaginer. Ici, la beauté peut sauver une vie, ou la condamner. Avant de plonger dans ces histoires oubliées, de survie et de souffrance, si tu aimes découvrir les vérités cachées du passé, laisse un like, abonne-toi, et rejoins-moi pour d'autres récits interdits de l'histoire impériale. Et dis-moi en commentaire d'où tu nous écoutes. Je trouve fascinant que nous soyons ici, ensemble, à explorer ces fragments du passé, unis à travers le temps et l'espace, par notre soif commune de comprendre l'histoire. La première règle qu'on t'enseigne est la plus fondamentale. Tu ne dois en aucune circonstance tourner le dos à l'empereur. Cela semble simple, jusqu'à ce que tu comprennes ce que cela signifie vraiment. Lorsque le Fils du ciel entre dans ses appartements, tu dois te débrouiller pour toujours lui faire face. Même lorsque tu te dévais, même lorsque tu te déplaces dans la chambre, même lors des gestes les plus intimes. Les femmes venues avant toi ont développé une habileté presque surnaturelle. Elles glissent, pivotent, se déplacent comme des danseuses silencieuses, sans jamais offrir leur dos à l'homme, qui détient leur vie entre ses mains. Mais pourquoi? La réponse se trouve dans l'esprit paranoïaque du pouvoir absolu. Un empereur qui règne sur 300 millions d'âmes sait que la mort peut surgir de n'importe où, même des mains douces d'une femme, une aiguille dissimulée, une lame cachée, un poison sous l'ongle. Ce sont là les spectres qui hantent les rêves de l'homme le plus puissant du monde. Tourner le dos à l'empereur représente un instant de vulnérabilité, un moment où tout peut être caché ou dégainé. Tu apprends cette leçon en observant Mine, une concubine qui a survécu 3 années dans le harem. Elle se déplace dans les appartements impériaux comme l'eau, fluide, jamais brusque, et jamais elle ne montre son dos. Quand elle doit attraper un objet derrière elle, elle tourne en une courbe gracieuse, sans quitter le visage de l'empereur des yeux. Lorsqu'elle retire ses robes, chaque geste semble chorégraphié, chaque étoffe glissant au sol, tandis qu'elle reste dans un état perpétuel de révérence. La deuxième règle est encore plus troublante. Tu ne dois jamais parler, à moins qu'on ne t'adresse la parole. Et lorsque tu parles, tu dois parler de toi à la 3e personne. Tu n'es plus « je ». Tu es cet indigne esclave ou cette humble concubine. Ton identité disparaît à l'instant où tu entres en sa présence. L'empereur ne fait pas l'amour à des personnes. Il fait l'amour à des réceptacles, à des objets créés pour son plaisir. Cette disparition du moi n'est pas qu'un protocole.
Elle agit comme un poison subtil. Elle réécrit ton esprit, t'oblige à te penser toi-même comme quelque chose de moins qu'humain. Au bout de quelques mois, nombre de concubines découvrent qu'elles ne peuvent plus dire « je », même lorsqu'elles sont seules. Elles deviennent des fragments d'elles-mêmes, leurs pensées colonisées par la grammaire de la soumission. Et puis vient la troisième règle, celle des yeux. Tu ne dois jamais regarder l'empereur droit dans les yeux, pendant l'intimité. Ton regard doit rester fixé juste sous son menton, feignant la soumission, tout en évitant le territoire dangereux du contact véritable. Car ceci, en vérité, n'a rien à voir avec le respect. Il s'agit d'empêcher l'empereur de voir ton âme. Et, plus encore, de t'empêcher de voir la sienne. Le contact visuel crée l'intimité, et l'intimité engendre les complications. L'empereur doit pouvoir utiliser ton corps sans jamais être confronté à ton humanité. S'il voyait dans tes yeux la peur, la douleur, ou ce désir désespéré de retrouver ta maison, il pourrait hésiter. Et s'il percevait l'intelligence qui brûle derrière ton regard, il pourrait se demander ce que tu penses, ce que tu prépares. Et si, toi, tu voyais dans les siens, tu découvrirais peut-être que le Fils du ciel n'est qu'un homme, seul, apeuré, cherchant désespérément à prouver sa divinité par la conquête des corps féminins. Mais le plus cruel dans cette règle, c'est ce qui arrive lorsqu'on la transgresse. Si par malheur ton regard croise le sien, tu dois aussitôt te prosterner et supplier le pardon. Non pour irrespect, mais pour avoir osé le traiter en égal. La punition, lorsqu'elle se répète, n'est pas la mort. C'est pire. On t'envoie servir dans les quartiers des eunuques, où tu passeras le reste de ta vie comme un rappel vivant de ce qui arrive quand une femme oublie sa place. La quatrième règle régit les moments les plus intimes. Pendant l'acte, tu dois garder le silence absolu, sauf si l'empereur t'ordonne de faire du bruit. Ce n'est pas une question de pudeur, mais de contrôle. Ton plaisir, ta douleur, même ton souffle, doivent obéir à sa volonté. Car si tu cries spontanément, tu reconnais que ton corps te répond indépendamment du sien. Et cela, ici, est intolérable. L'application de cette règle transforme l'intimité en un théâtre terrifiant. Les femmes apprennent à retenir leur souffle, à mordre leur langue jusqu'au sang, à se détacher de leur propre chair, au point de ne plus rien sentir. Pendant ce temps, l'empereur devient dépendant du pouvoir de commander la réaction. Il peut passer une nuit entière à tenter de briser le silence d'une femme, non par plaisir, mais par douleur, par endurance, par la simple affirmation de sa domination sur son autonomie. Certaines cèdent sous cette pression. Elles développent un mal que les médecins du palais ne savent pas nommer, une incapacité totale à émettre le moindre son. Même seules, elles demeurent muettes, comme des fantômes vivants, leur voix volée par les exigences impossibles du désir impérial. La cinquième règle concerne le temps et révèle la mécanique froide de la sexualité impériale. L'apogée de l'empereur doit toujours venir en dernier, non par égard pour sa partenaire, mais parce que sa libération symbolise le rétablissement de l'ordre cosmique. Sa semence est sacrée, considérée comme un lien direct avec le mandat divin du ciel. Pour une concubine, atteindre le plaisir avant lui serait un sacrilège, comme si la jouissance mortelle pouvait surpasser la volonté divine. Alors elles apprennent à se retenir, à lire les signes de son excitation, à devenir des maîtres dans l'art de la suppression. Certaines se distraient par la pensée, récitant des poèmes ou résolvant des calculs imaginaires, pendant que leurs corps sont utilisés. Et lorsque tout est terminé, la sixième règle commence. Elle doit rester immobile, prostrée, jusqu'à ce que l'empereur lui ordonne de bouger, parfois des minutes, parfois des heures, car dans ce dernier silence réside toute la cruauté du système impérial. Règle 7, la grossesse. Elle révèle l'intersection complexe entre la politique et la biologie dans le harem impérial.
Si une concubine tombe enceinte, elle doit immédiatement le signaler au chef Unix et non à l'empereur lui-même. Mais voici la subtilité, elle doit le signaler, même si elle n'en est pas certaine, même si ce n'est qu'une suspicion. Le non-respect de cette règle entraîne la mort. Un signalement erroné se paie par une correction qui laisse des cicatrices permanentes. Cette règle instille une anxiété constante autour de chaque fonction corporelle. Les femmes deviennent hypervigilantes de leur cycle, de leur appétit, de leur énergie. Elles développent des systèmes complexes pour surveiller leur corps, transformant leur physicalité en source de terreur plutôt qu'en force. Les chanceuses lisent correctement les signes. Les malchanceuses se trompent et en paient le prix sur leur peau. Mais le plus insidieux, ce sont les grossesses confirmées. La concubine est immédiatement isolée des autres femmes et placée sous surveillance constante. Ce n'est pas pour sa protection, c'est pour s'assurer qu'elle n'essaye ni d'interrompre la grossesse, ni de se faire du mal. L'héritier potentiel est précieux. La femme qui le porte n'est qu'un vaisseau qu'il faut maintenir fonctionnel. Règle 8. La présence des autres femmes. Elle révèle comment la jalousie et la compétition ont été méthodiquement transformées en armes. Quand plusieurs concubines sont convoquées simultanément dans les appartements de l'empereur, une hiérarchie stricte gouverne les interactions. La concubine la plus favorisée mène, les autres remplissent des rôles précis, spectatrices, assistantes ou concurrentes dans des performances élaborées. L'impact psychologique est immense. Des femmes qui auraient pu nouer des alliances ou des amitiés se considèrent comme des menaces. Elles doivent manifester du désir pour le même homme tout en rivalisant pour son attention. Elles font semblant d'apprécier des situations qui les réduisent à des objets interchangeables, tout en maintenant l'apparence d'une dévotion individuelle. Le plus douloureux, ce que cela fait aux amitiés sincères. Les femmes qui tiennent l'une à l'autre participent à la dégradation de leurs amis. Elles regardent leurs amis être utilisés et humiliés. Parfois, elles sont elles-mêmes instruments de cette humiliation. Les liens qui auraient pu offrir réconfort et résistance sont systématiquement corrompus et transformés en armes. Règle 9. Les humeurs de l'empereur. Les concubines doivent lire instantanément son état émotionnel et ajuster leur comportement. S'il est en colère, elles doivent apaiser sans présomption. S'il est triste, réconforter sans pitié. S'il est joyeux, se réjouir sans excès. Cela exige une intelligence émotionnelle et un contrôle de soi presque surhumain. Elles deviennent expertes en psychologie, analysant chaque micro-expression, chaque posture, chaque respiration. Mais ce savoir a un prix terrible. Elles perdent toute authenticité émotionnelle. Règle 10. La mémoire. Elles doivent se souvenir de chaque détail des rencontres avec l'empereur, mais oublier ces moments dès qu'elle quitte sa présence. Cette double exigence crée une conscience divisée. Certaines réussissent à jongler avec ces souvenirs, d'autres s'effondrent, développant des troubles dissociatifs. Règle 11. La nature saisonnière du désir impérial. L'appétit sexuel de l'empereur suit le calendrier agricole, avec des festivals et des moments spécifiques nécessitant différentes performances. Les concubines incarnent fertilité, lumière, chaleur ou force martiale selon la saison. Elles réinventent constamment leur identité, devenant les représentations vivantes de concepts abstraits. Règle 12. La présence de témoins. Certaines rencontres doivent être observées par des Unix ou des concubines seniors, non pour le plaisir de l'empereur, mais pour s'assurer que les règles sont respectées. Ces témoins doivent signaler toute violation, tout signe d'émotion véritable, toute preuve que la concubine vit la rencontre comme autre chose qu'un devoir sacré. Cela crée un panoptique terrifiant de surveillance sexuelle. Les femmes ne savent jamais quand elles sont observées, ni qui pourrait rendre compte de leur performance. Elles doivent maintenir la façade de la soumission parfaite. Même lorsqu'elles pensent être seules,
car les conséquences d'un moment d'authenticité sont sévères. Règle 13. Cadeaux et récompenses. L'empereur offre parfois des présents, bijoux, soieries, friandises. Mais ces cadeaux ont des fils invisibles attachés. Accepter un cadeau, c'est accepter une dette qui ne peut jamais être remboursée. La concubine doit exprimer sa gratitude, non seulement pour l'objet, mais pour l'honneur d'avoir été choisie pour le recevoir. Plus insidieusement, ces cadeaux créent hiérarchies et jalousie parmi les femmes. Une concubine qui reçoit un présent précieux devient la cible de la rancune des autres. Refuser un cadeau est perçu comme un affront à la générosité de l'empereur. Les femmes sont piégées dans un système où chaque gentillesse devient une arme et chaque récompense une punition. Règle 14. Les familles des concubines. Le véritable contrôle du harem s'étend aux proches des femmes. Les parents, frères et sœurs, essentiellement pris en otage pour assurer la conformité. Mais la menace ne concerne pas seulement la vie. Elle touche l'honneur, le statut social, la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. La concubine qui déplaît à l'empereur ne risque pas seulement sa mort. Elle met en danger la destruction de tous ceux qu'elle a jamais aimés. Ce fardeau psychologique dépasse les murs de la cité interdite. Les concubines portent le poids de plusieurs générations sur leurs épaules. Elles doivent performer non seulement pour leur survie, mais pour celle de toute leur lignée. Le système s'assure qu'elles ne sont jamais vraiment seules. Même dans leurs moments les plus intimes, les visages de leurs parents, frères, sœurs, nièces et neveux les observent toujours. Règle 15. Le vieillissement, peut-être la plus tragique de toutes. Les concubines doivent conserver leur attrait, sans paraître qu'elles y mettent trop d'efforts. Elles doivent vieillir gracieusement, mais discrètement. Accepter leur déclin tout en continuant à rivaliser pour l'attention de l'empereur. Elles mentorent les plus jeunes, sachant qu'un jour, elles seront remplacées. Les rituels de beauté deviennent de plus en plus désespérés et dangereux. Cosmétiques au plomb qui empoisonnent la peau. Procédures douloureuses pour maintenir jeunesse et apparence. Troubles alimentaires et compulsions sportives pour retenir le temps. Les chanceuses meurent jeunes avant de voir leur valeur se dégrader lentement aux yeux de l'empereur. Règle 16. La mort. Elle nous conduit dans le coin le plus sombre du système du harem. À la mort de l'empereur, les concubines font face à un choix qui n'en est pas vraiment un. Se porter volontaire pour être enterrées avec lui, assurant leur honneur et la sécurité de leur famille, ou vivre en veuve, à jamais marquées par leur lien avec un souverain défunt, jamais libres de se remarier ou d'avoir des enfants. La préparation commence dès l'entrée au harem. La concubine doit cultiver une relation avec la mort. La percevoir non comme une fin, mais comme l'accomplissement du devoir. Écrire des lettres à sa famille pour expliquer son choix, composer de la poésie sur sa dévotion, participer à sa propre mythologie, tout en se préparant à sa propre destruction. Règle 17. Résistance. C'est ici que l'on voit la force et l'ingéniosité incroyables des femmes survivantes. Malgré tout ce qui devait les briser, elles trouvent des moyens de maintenir leur humanité, leur lien, leur sens de soi. Langage secret, conversation codée, rituels cachés, pour se souvenir de qui elles étaient sous les rôles imposés. Subtil, un regard trop long, une chanson légèrement fausse, ou l'arrangement de fleurs pour communiquer des messages codés. D'autres formes de résistance sont plus dramatiques. Suicide planifié, tentative d'évasion, grossesse cachée aux autorités. Ces femmes connaissaient les conséquences, mais choisissaient de risquer tout pour un moment de choix authentique. Règle 18. L'amour, la plus complexe et déchirante. Interdiction de ressentir un véritable attachement pour l'empereur, mais aussi interdiction de ne pas en ressentir. Simuler l'amour parfaitement, tout en maintenant une distance émotionnelle suffisante pour survivre au rejet et au remplacement. Seuls les rares trouvent cet équilibre, souvent au prix de leur santé mentale. Règle 20. L'oubli.
Elle nous ramène au début de notre histoire. Les femmes qui survivent au système du harem doivent apprendre à tout oublier. Tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont vu, tout ce qu'elles ont été forcées de faire. Elles doivent devenir des ardoises vierges, des vaisseaux vides prêts à être remplis de nouveaux objectifs et de nouvelles identités. Mais oublier n'efface pas tout. Les souvenirs restent enfouis profondément dans le corps et dans l'inconscient. Ils ressurgissent dans les cauchemars, dans des moments soudains de panique, dans l'incapacité de faire confiance, d'aimer ou de croire en sa propre valeur. Les femmes portent ces cicatrices invisibles toute leur vie, marques silencieuses d'un système qui valorisait leur beauté plus que leur humanité. Alors que vous vous tenez dans ce même couloir où tout a commencé, plus âgé, plus sage, infiniment plus fatigué, vous comprenez enfin que ces étranges règles de chambre du harem impérial n'ont jamais vraiment concerné le sexe. Il s'agissait de pouvoir. Le pouvoir de réduire les êtres humains à des objets, de transformer l'amour en performance, de rendre la survie dépendante de l'abandon total de soi. L'unique qui vous a murmuré ces règles est mort depuis longtemps, enterré dans une tombe non marquée, comme tant d'autres qui ont servi la cité interdite. L'empereur que vous connaissiez a été remplacé par son fils, qui a été remplacé par son fils à son tour, dans un cycle sans fin de pouvoir et de soumission. Mais les règles subsistent, transmises comme un langage secret d'une génération de femmes à la suivante. Vous avez survécu en oubliant comment être humaine, en apprenant à devenir une ombre. Vous avez maîtrisé l'art de paraître exister, tout en disparaissant réellement. Vous êtes devenue experte dans la performance du désir, dans la simulation de la soumission, dans la navigation prudente d'un monde où un seul faux pas peut signifier la mort. Et maintenant, alors que vous vous préparez à murmurer ces mêmes règles à une autre jeune fille effrayée de 15 ans, vous réalisez que vous êtes devenu le système que vous redoutiez autrefois. Vous êtes la chaîne qui relie le passé au futur, la gardienne du savoir qui aurait dû mourir avec le dernier empereur. Vous êtes la raison pour laquelle ces étranges règles de chambre ne disparaîtront jamais complètement. Peu importe combien de dynasties s'élèvent et tombent, la jeune fille qui se tient devant vous a les mêmes grands yeux que vous aviez autrefois, la même croyance naïve qu'elle s'apprête à entrer dans un monde de luxe et d'honneur. Mais vous savez mieux maintenant. Vous savez qu'elle entre dans un monde où la règle la plus étrange de toutes est que pour survivre, elle doit apprendre à oublier qu'elle a jamais été humaine. À la lueur vacillante des bougies, vous commencez à parler. Votre voix porte le poids des siècles. Vos mots tissent une autre chaîne invisible. Et l'incessant cycle de pouvoir et de soumission qui définit le harem impérial. Et quelque part au loin, vous entendez le murmure de l'eau, des fontaines décoratives, le même son qui vous a accueilli ici, il y a tant d'années, le même son qui accueillera d'innombrables autres filles dans les années à venir. Les règles ne changent jamais, seulement les visages.